Salut Kevin, bienvenue sur Enduro Tribe. Merci. Pour situer un petit peu, on est sur une terrasse à Gordes, c'est ton secteur, c'est pas très loin de là où tu habites et où tu entraînes. C'est aussi pas très loin de la montagne de Lure, le premier endroit où toi et moi on s'est rencontrés, enfin du moins le plus vieux souvenir qu'on puisse avoir tous les deux ensemble. J'évoque ce souvenir-là parce que tu étais venu repérer la trace enduro avec Nico Filippi qui était ton coach du moment. T'étais sur un vélo de cross-country, hardtail, petit pneu, cuissard, casque jet sans visière, et pourtant on n'a pas réussi à te lâcher de la matinée. Je me souviens, ce jour-là, t'as dit je vais me mettre à l'enduro. Finalement, 3 ans, 4 ans plus tard, t'as fait un podium en Coupe du Monde. Est-ce qu'on peut dire que cette anecdote-là, c'est un peu à ton image de Kevin Miquel, touche à tout du vélo? Je crois que tu as bien résumé la chose, quoi. C'est vrai que ce souvenir-là est assez rigolo parce que, comme je te disais, j'ai retrouvé cette photo-là. Et waouh, le style déjà, c'était quand même assez énorme avec ce bon cuissard bien rouge, bien moulant. Je partais un peu à la découverte de ce sentier-là et d'autres aussi sensations parce que c'est vrai que dans mes habitudes j'avais pas forcément l'habitude du moins de faire des longues descentes et puis ouais c'est pas cette folie là mais surtout cette passion là de toucher tu vois un peu à tout le genre de vélo que l'on peut avoir, que ce soit sur route, sur VTT, sur une piste de BMX, sur une piste de piste, sur un vélodrome quoi tu vois, et moi j'aime le vélo dans tous ces genres. Alors justement, on va y venir. Dans le vélo, dans le Vaucluse et dans le quart sud-est, le nom des Miquel, c'est présent depuis plusieurs générations. Explique-nous un petit peu. Alors déjà, je pense que c'est pas que je pense, c'est ma famille, j'ai une famille très sportive. Mon père a été professionnel en foot. Mon grand-père a été un très grand sportif en ski, escalade. Il a été champion de France de rugby à 13. C'est vraiment une famille de sportifs. Et en 1994, en fait, mon grand-père a décidé donc de créer le Vélorock Cavaillon, club donc de VTT à Cavaillon. Culturellement, c'est dans nos gènes. On vit de sport. Pour nous, le sport, c'est vraiment l'école de la vie. Et mon grand-père, en fait, a créé ce club, l'a fait grandir, l'a développé. Et aujourd'hui, voilà, on est à plus de 200 adhérents. On a 5 événements durant toute l'année. Voilà, c'est une grosse machine maintenant qui tourne. Son but, ça a été vraiment de faire partager sa passion du sport et du vélo, parce qu'à la base, il venait pas forcément du vélo, mais il s'est pris de passion par le vélo. Et en fait, ça a déteint sur ses générations. En tant que son fils et son petit-fils, quoi. On peut parler d'héritage, de transmission, de valeurs, de culture. On pourrait croire, tu vois, que quand on a une famille vraiment derrière soi dans le sport, on pourrait le vivre comme une pression, alors que pas du tout, vraiment, ça a été un héritage sportif et on m'a vraiment toujours transmis la passion et vraiment mettre en avant le plaisir dans ce que l'on fait. Et pour une anecdote, en fait, mon père m'a jamais forcé à faire par exemple du football et mon grand-père m'a jamais forcé à faire du vélo. À l'âge de 4 ans, j'avais envie de faire du sport et mon père, en fait, il m'a mené dans toutes les associations sportives de Cavaillon à la rentrée. Et il m'a dit, ben voilà, on va toutes les voir, et ben t'en choisis une. Et ben je suis tombé sur le BMX, et voilà, j'ai choisi le BMX. Ça a été comme ça, et même si voilà, mes parents, mes grands-parents m'ont toujours poussé vers le sport, je pense que c'est quelque chose de génétique, d'inné, et que j'ai besoin de ça pour me sentir déjà bien dans ma peau, et voilà. C'est quelque chose que tu essaies de transmettre aux jeunes de l'école VTT, justement. On est un mercredi, cet après-midi, tu seras avec eux sur le terrain. Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre de tout ça? J'ai envie de leur transmettre ce que je ressens quand je suis sur le vélo ou quand je pars pour faire une sortie de vélo, c'est-à-dire d'être content d'être dans la nature, d'avoir cette chance aussi d'être dans la région Vaucluse où on peut rouler toute l'année, il fait souvent beau, on a des paysages magnifiques, et d'avoir cette sensation-là de plaisir et surtout de chance d'être là où on est, de faire ce qu'on fait. Je suis éducateur au Vélorock Cavaillon depuis maintenant, ça fait presque 10 ans. J'ai passé mes diplômes, là maintenant je suis titulaire d'un DEGEPS. J'encadre des jeunes et j'essaie de leur véhiculer vraiment cette notion de plaisir. C'est vraiment ce que mon grand-père m'a véhiculé, ce que mon père me véhicule toujours. C'est la philosophie aussi du club. On est vraiment là pour faire du ludique, de la qualité plutôt que de la quantité, de les faire rouler. J'ai envie en fait que quand on finisse la sortie, ben, que les gosses ils aient le smile et que voilà, et qu'ils reviennent le mercredi avec encore plus d'enthousiasme. Voilà, c'est vraiment ça mon but. C'est pas vraiment la performance que le plaisir. Tu disais tout à l'heure que tu as finalement commencé le vélo par le BMX, mais depuis tu as touché à toutes les formes de vélo. Tu peux nous faire un rapide résumé de tout ça? Donc j'ai attaqué quand même le vélo à l'âge de 4 ans et demi. Alors je sais pas si c'était autorisé, mais voilà, au club de BMX ils m'ont accepté. Donc de l'âge de 4 ans à l'âge de 14 ans j'ai fait du BMX. Donc de 14 ans à 24 ans j'ai fait du XCO, mais aussi entre temps j'ai fait l'hiver des saisons de cyclocross.
où j'ai pu faire quand même des saisons nationales. Je me suis initié aussi à la piste. J'ai fait une saison de route avec le club de DN1 d'Aix-en-Provence. Entre-temps aussi, il y a une discipline donc, qui s'est créée qui s'appelle le Cross Country Eliminator, qui était un peu plus adapté à mes capacités. Avant, bien sûr, d'attaquer l'enduro. Donc c'est vrai que il me manque quand même le polo vélo. Il y a le vélo artistique, je crois. Non, mais blague à part, c'est vrai que j'ai touché à beaucoup de choses. Alors c'est ce qu'on a pu me reprocher un petit peu, dans le sens où je touchais à tout, mais j'arrivais pas entre guillemets à performer dans une discipline ou à me concentrer dans une discipline. Mais je regrette rien en fait, j'ai tellement kiffé de toucher un peu à tout, j'ai vraiment aucun regret. Je pioche un peu dans toutes les disciplines, ses atouts et aussi ses contraintes. Et voilà, maintenant je me sens super bien à l'enduro, mais c'est pas pour autant que je me régale pas à faire une sortie de vélo de route. En ce moment, je fais des séances sur piste, je fais du BMX aussi. Enfin, je touche un peu à tout et c'est ça aussi mon moteur, quoi. Au milieu de tout ça et toutes ces expériences, on va parler un petit peu de l'enduro. Pour toi, question un petit peu piège, qu'est-ce que l'enduro a en commun avec les autres disciplines cyclistes? Alors, ce qui m'a fait un peu marrer quand j'ai dit à mon entourage que j'allais faire de l'enduro, on m'a un peu souri au nez. Parce qu'on a dit c'est vraiment une discipline à la cool, tout ça. Alors que pas du tout en fait. Je trouve que ça réunit en fait chacune des disciplines que j'ai pratiquées. Alors c'est assez rigolo. Je trouve que c'est la discipline la plus complète, l'enduro. On va retrouver de l'explosivité que je pouvais avoir au BMX ou à l'Eliminator, de l'endurance que je pouvais retrouver sur la route, un effort seuil on va dire que je pouvais retrouver sur le VTT. Le seul point que je ne trouve pas forcément dans toutes ces disciplines, c'est le chrono. Le chrono contre soi-même. C'est vraiment c'est la grande inconnue de l'enduro. Mais sinon, au final, l'enduro, c'est une discipline comme les autres, quoi. Je rebondis là-dessus. Tu le dis bien, parfois l'enduro, c'est un peu vu comme une discipline disruptive, un peu jeune, et notamment de la part de ceux qui apprécient plus les disciplines traditionnelles. C'est quelque chose que tu ressens, toi? Moi, je pense que c'est ce que l'on ressent quand une nouvelle discipline un peu ressort. Moi, je l'ai vécu pour le cross-country Eliminator. Ça perturbe un peu les gens, et je pense que l'enduro, il y a quelques années, c'était un peu comme ça. C'était un peu perçu comme, c'est les moyens crosseux et les moyens descendeurs qui vont se créer en fait une discipline, alors qu'au final on a pu s'apercevoir que la discipline se professionnalisait. Vous pouvez voir tous les meilleurs mondiaux, je veux dire, ils s'entraînent maintenant comme des crosseux, quoi, en termes de préparation, de diététique, c'est vraiment une discipline qui se professionnalise. Je pense qu'au début voilà, il y a pu avoir cette petite rupture parce que c'était nouveau, mais maintenant que c'est rentré un peu dans les mœurs, qu'il y a beaucoup plus de pratiquants, on a un peu plus de crédibilité, quoi. Tu viens d'évoquer le fait que l'enduro se professionnalise. On va passer à un sujet qui te tient à cœur. En fait, on s'est croisés la semaine dernière et j'ai senti que c'était quelque chose dont tu avais envie de parler. À l'automne dernier, il y a un scandale de dopage qui a éclaté avec des révélations qui ont été faites dans la presse. Tu as fait partie des rares pilotes à t'être exprimé, à avoir fait des posts sur tes réseaux sociaux. Quel effet ont eu ces révélations pour toi? Alors oui, ça me tient à cœur parce que je suis un amoureux de sport et un amoureux de ma discipline et du vélo en général. Pour être honnête, ces révélations m'ont à moitié surprise parce que je veux dire, on a sorti du lot deux pilotes quand même que l'on soupçonnait pas de dopage, mais qu'on a déjà vu des vidéos par exemple de Richie Rude à la tuile qui dépassait Damien Othon. On a cru que c'était un extraterrestre. Moi j'ai des amis dans le BMX qui m'ont parlé de Jared Graves quand il a fait les JO de BMX à Pékin en 2008 où on avait beaucoup de doutes. Alors, j'ai pas envie en fait d'avoir des doutes sur tout le monde et d'avoir des soupçons sur tout le monde, mais en fait je pense qu'il faut le prendre comme une chance. Alors c'est un peu bizarre, tu vois, mais c'est le moment, tu vois, d'en parler et surtout en fait de montrer aux autres disciplines du vélo, parce que le vélo est quand même atteint par ces phénomènes-là, de dire nous on va montrer l'exemple, on va en parler et on va mettre les choses en place et j'espère que les choses vont se mettre en place. Toi, tu disais tout à l'heure que tu es issu d'une famille qui a cette culture cycliste. Quelle éducation, toi, tu as reçue à ce sujet-là, justement? Mon grand-père a toujours c'est même pas fait attention, c'est a toujours parlé aussi librement que j'en parle du dopage, parce qu'il existe et parce que ça lui paraissait en fait important et primordial d'avoir un certain cadre. Et il a toujours été en fait à la pointe d'une documentation sur le dopage. Indirectement, en fait, il m'a un peu mis dans cet engrenage-là, d'avoir une philosophie dans le sens où ça existe, ok, nous on peut faire autrement.
et le but c'est aussi d'en parler, et il en parle beaucoup au club, on essaie de sensibiliser les jeunes par rapport aussi au dopage. En France, on est vachement quand même en avance par rapport à ça. Sur d'autres continents, peut-être que ce n'est pas le cas, et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut vraiment se pencher, c'est en termes d'éducation, de culture. On est vraiment dans une culture sportive qui est vraiment différente des autres continents, notamment le continent australien, néo-zélandais, où on sait que la culture est différente, même américaine, mais vu que la discipline est différente et qu'on n'a pas forcément de cadre, je pense que c'est aux organisateurs aussi à mettre en place certaines règles et même pourquoi pas un protocole de formation par rapport au dopage. C'est primordial et encore une fois, c'est une question de crédibilité dans notre sport, quoi. La saison 2019 a pas encore commencé. Jusqu'à présent, aucune sanction n'a été prononcée. Quel est ton sentiment là-dessus? Est-ce que tu attends un verdict impatiemment? Comment tu envisages le début de saison dans ces circonstances-là? J'attends pas impatiemment le verdict parce que je pense que malheureusement je serai déçu du verdict. Vu la tournure que ça prend, alors certes il faut respecter l'agence antidopage qui doit faire ton taf. Même si je trouve ça lent, il faut attendre, c'est une question de respect. En revanche, moi là où je suis un petit peu plus déçu, c'est les pilotes qui ont été pris, qui ne se sont pas forcément exprimés. Alors si, ils se sont exprimés via une interview sur Pinbike qui était très cadrée avec des avocats. On dirait qu'on est vraiment dans un Santa Barbara de l'enduro, alors que moi j'aurais envie qu'ils prennent la parole librement et voilà, qu'ils soient un peu plus conscients de leurs actes. Et j'aimerais aussi que le WS et donc son directeur, Chris Ball, prennent aussi la parole, qui s'expriment par rapport à ce sujet sans forcément exprimer des sanctions, mais juste être conscient du cas et émettre les sanctions qui seront en vigueur lors de la conclusion de l'affaire. Sauf que là, en fait, il n'y a eu aucune déclaration. Et tu dis que j'étais un des rares pilotes. Je pense, en toute modestie, que j'ai été le seul pilote à en parler. Et moi, je trouve ça très dommage de pas en parler, voilà, librement. Et j'ai pas envie, en fait, qu'on crache sur les pilotes, que ce soit méchant. J'ai envie que ce soit constructif, mais qu'on en parle simplement, quoi. À la suite de ces posts et de ces prises de parole que tu as pu avoir sur tes réseaux sociaux notamment, tu as reçu pas mal de messages. Est-ce que tu peux nous dire quelle était la nature de ces messages? Déjà, j'ai fait ce post pas pour me mettre en lumière et pour dire, voilà, je suis le seul qui en parle. C'est venu naturellement parce que, voilà, comme on en a parlé avant, c'est dans ma culture, c'est dans mes gènes. L'injustice sportive, je trouve ça tellement cruel. Je crois en la performance sportive naturelle, comme on peut dire ça. Et il y en a qui se lèvent, excuse-moi de l'expression, mais qui se lèvent le cul tous les matins pour aller s'entraîner. Ce que comprennent pas trop les gens qui se dopent, en fait, c'est qu'au final aussi, ils trichent, mais en plus de ça, ils enlèvent aussi des contrats à d'autres pilotes peut-être qui le mériteraient mieux qu'eux. Donc cette injustice sportive, moi c'est ça qui m'énerve. J'ai reçu vachement de messages d'encouragement et comme si j'étais un porte-parole contre la lutte antidopage. C'est bien ce que tu as écrit. Enfin un pilote qui parle. On sent que le milieu du VTT a été touché et qu'il n'y a pas eu une voix qui a pris parti ou qui s'est exprimé sur le sujet. Et je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont été contentes de mon petit coup de gueule, parce qu'aussi c'est un coup de gueule. Donc là, on parle d'entraînement, de quotidien. Tu es un athlète qui t'entraîne, toi. On va en parler un petit peu, tu vas nous en dire plus. En à peine 3 saisons, tu as déjà fait... Alors, du coup, dans mes notes, c'est marrant, j'ai écrit 2 podiums en Coupe du Monde, il n'y en a qu'un. À INSA, t'étais 4ème, avec tout le trouble qui peut être jeté sur la fin de saison. Toujours est-il qu'en 3 ans, t'es monté sur un podium de Coupe du Monde. La fin de saison dernière a été une bonne passe pour toi. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu l'as senti venir? Raconte un petit peu. Je l'ai pas du tout senti venir. C'est vraiment quelque chose de très surprenant. Alors pour être vraiment honnête, pour moi, j'allais arrêter l'enduro à haut niveau fin 2018. J'ai eu Whistler où j'ai fait un très bon début de course. Après, donc j'ai eu une lourde chute où je m'étais fait mal à l'épaule. Et en rentrant, je me suis dit, bon, ben, Kevin, là, à un moment donné, je suis assez pragmatique. Je crois en mes rêves, mais je suis pas rêveur. Et en fait, je me suis dit, si t'arrives pas à passer le cap, ben, c'est en fait que t'as pas le niveau et que, ben voilà, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Dans ma tête, voilà, j'en avais parlé à Mathieu, le manager. Et je lui avais dit, donc j'arrête. Et je me souviens même, j'avais eu la larme un peu à l'œil lors de ma dernière séance d'intensité parce que je m'étais dit, bon ben voilà, c'est ta dernière, après c'est fini quoi. Et avant en fait l'Espagne et l'Italie, je vais à la Coupe de France de Loudain-Vieille dans les Pyrénées et ça se passe plutôt bien. Bon, je fais 3ème, mais je fais toute la 2e journée s'enchaîne, donc c'était assez improbable que je finisse déjà 3ème, tu vois. Et en fait, je suis arrivé en Espagne, mais libéré. Vraiment libéré, très posé dans ma tête, je savais ce que j'avais à faire. Et en fait, je voulais vivre l'événement à fond. Et en fait, c'est ce qui est arrivé. Et en fait, c'est ce qui est improbable dans le sens où, même en Espagne, tu vois, par exemple, une anecdote, je tombe sur une spéciale.
J'arrive en bas de la spéciale, je fais 6ème quoi. Et en fait, durant toute l'année, j'aurais pu faire une spéciale parfaite. J'ai fait aller 1 ou 2 fois dans le top 10, tu vois. Je pense que dans ma tête, j'étais très libéré. Et c'est ce qui a fait que ça s'est super bien passé. Je l'apprends, que t'avais envie d'arrêter et que finalement tu rempiles, on va dire. C'est assez extraordinaire et en même temps, comment tu construis là-dessus et comment t'envisages la saison 2019? Mais ça a été vraiment un long débriefing en fait avec Mathieu, donc le manager de Sun, après l'Espagne. Juste avant l'Italie, il me demande, il me fait bon, qu'est-ce qui t'est arrivé quoi? Comment tu t'es senti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc je lui ai parlé de ce que je t'ai dit par rapport à ce mental-là. Mais je lui dis, mais je fais en Italie, je fais mais t'inquiète, hein, là je vais vite retourner à ma place dans les 10-20. Il me fait non mais Kevin, fais pareil. Ça c'est ta dernière course, profite. Bon, il arrivait ce qu'il arriva, je fais 3ème, tout ça. Et après, on en a rediscuté. Et en fait, même dans la reprolongation de mon contrat, j'avais presque envie d'être dans la même philosophie de presque, ben voilà, en fait, là, ça va être dans ma dernière année. Mon gros défaut, en fait, c'est de ne pas supporter la pression. Je pense que je n'arrive pas à supporter la pression, les gros événements, j'ai vraiment du mal. Mais quand je suis libéré, je pense que je peux être fort. Donc, l'esprit pour 2019, ça va être de me dire, ben voilà, en 2019, ça va être ma dernière année. Donc en septembre, c'est fini. Donc profite de chaque instant. Donne-toi à 120% de partout. Et puis, on verra qu'il arrivera avant. Peut-être que j'attendais un peu trop du résultat. Là, maintenant, ben, ça marche, ça marche. Ça marche pas, ben, ça veut dire que pour moi, j'ai pas forcément le niveau et que c'est... Voilà. Et il faut passer à autre chose. Tu as été coaché pendant longtemps par Nico Filippi et là tu changes d'entraîneur cet hiver. Est-ce qu'on fait un lien aussi? Est-ce que ça participe à cette approche un petit peu différente? Avec Nico, ça faisait, donc j'ai calculé, ça faisait 7 ans qu'on était ensemble. Il a réussi à me mener donc à un podium en championnat du monde en cross-country éliminateur. Bon, à 50 mètres, j'étais champion du monde, mais il m'a mené quand même à une médaille. Et on a réussi ensemble à faire cette fin d'année extraordinaire en enduro. Mais je sentais voilà, une petite lassitude qu'il a tout de suite compris. Et même lui a compris que j'avais un besoin de changement. Voilà, ce qui s'est passé en fin de saison, peut-être ça a été un petit déclic dans le sens où voilà, peut-être qu'avec lui la boucle était bouclée. Et là en fait j'avais envie de voir autre chose, de faire autre chose. Belle page qui se tourne avec lui parce que voilà, il y a eu une belle collaboration. Mais voilà, ouais, c'est comme tu dis, tu vois, c'est une autre approche mentale pour l'année 2019 et une autre approche aussi dans l'entraînement pour 2019. Il y a tout qui est nouveau, ça fait du bien, un peu de fraîcheur, de nouveauté. Voilà, je pense que c'est ce qu'il me fallait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire avec qui tu travailles maintenant et sans tomber dans le ah c'est mieux, ça c'est moins bien, mais juste nous dire un petit peu ce que tu ressens de différent aussi toi dans ton entraînement au quotidien. Depuis novembre, là, je suis avec Marc Collomb, qui est aussi l'entraîneur de Damien Auton. On se connaissait d'avant du cross-country olympique parce que lui était un très très bon athlète. Ça s'est fait très naturellement et j'avais un petit peu peur de tomber dans le même profil que Nico parce que c'est vrai qu'ils viennent de 2 filières identiques. En fait, l'approche en préparation est totalement différente. Je sais que là, cet hiver, j'ai fait beaucoup plus de VTT que ce que je faisais auparavant. C'est beaucoup plus prenant en termes énergétiques parce que je fais beaucoup de circuit training aussi. Donc voilà, c'est différent. Après, est-ce que ça sera mieux, moins bien? Est-ce que je serai plus en forme, moins en forme? Ça, je sais pas encore. Mais déjà, rien que l'aspect est différent et c'est juste ça, en fait, ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le début de saison qui vient et quels sont les prochains rendez-vous où on pourra suivre tout ça, quoi? Alors, prochain rendez-vous pour commencer, on va faire donc ce trip Nouvelle-Zélande, Tasmanie fin mars. Donc avant quand même, il y a 2 courses de préparation où je vais faire le Cochon Enduro et la deuxième manche du Challenge Provence à Gassin. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est pas de blessure déjà, du plaisir. Je sais qu'on va avoir un nouveau vélo, un 29 pouces qui va sortir, qui marche très bien. Tous les feux sont au vert et en espérant de rééditer ce que j'ai fait en fin de saison, même si je sais que ça va être très dur, même si je sais que voilà, je suis pas rêveur, hein, ça va être très difficile de rééditer ce que j'ai fait, mais c'est possible. Donc voilà, on y va aussi pour ça, du plaisir avec les copains, avec le staff, avec tout le monde et profiter de cette année 2019. La dernière peut-être. Super, merci Kevin. Écoute, on te souhaite vraiment de trouver ce plaisir et cette approche. On ne sait pas si tu vas la garder ou la retrouver, si elle est partie, si elle est toujours là, si elle se terre quelque part. Mais en tout cas, on te souhaite de la retrouver et on suivra ça sur Enduro Tribe. À très vite. Merci à tous, merci à toi et à plus. Hein.